Facebook et Twitter. Le grand jury, Seydou Diouf, secrétaire général du PPC, Antoine Diouf, dimanche, 11h-12h, sur Radio Futur Média. Seydou Diouf, bonjour. Bonjour Antoine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous recevons ce dimanche le secrétaire général du PPC, Parti pour le progrès et la citoyenneté, Seydou Diouf, bien entendu. Vous êtes expert en décentralisation parce que titulaire d'un DS en administration des collectivités locales, ancien directeur de cabinet du maire de Rufus, fonction occupée pendant 10 ans. Conseiller spécial du président de la République actuellement, ancien député et ancien président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Vous êtes un militant des sports, Seydou Diouf, et actuellement vous dirigez la Fédération sénégalaise de handball. Nous avons 50 minutes pour passer en revue les questions relatives à la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales, questions également relatives à la décentralisation, mais aussi à l'actualité. À vous, les auditeurs se sont adressés via notre page Facebook. Ils ont beaucoup insisté sur l'utilité du Haut Conseil, des questions collectées par notre digital manager Cherfal. Au micro, Antoine Diouf, à la technique, Abdoulaye et Didi Diop. Et vous pouvez nous suivre en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM, mais aussi sur nos applications mobiles RFM Dakar et RFM et vous. Alors, dans 14 jours, le Sénégal va élire les nouveaux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est précisément le 4 septembre prochain. Le HCCT, qui est la 4e institution de la République, est une création du président Macky Sall, validée à travers le référendum du 20 mars dernier. La volonté déclinée par le chef de l'État, c'est de parachever sa politique en matière de décentralisation. Aujourd'hui, le Haut Conseil des collectivités territoriales est perçu par certains acteurs politiques et acteurs de la société civile comme étant une institution de trop. D'autres disent qu'elle va servir cette institution à caser la clientèle politique. Et enfin, on parle d'institutions budgétivores. Tout cela pour camper le décor. Seydou Diouf, le HCCT, une grande institution. Je vous remercie Antoine. Laissez-moi d'abord vous remercier pour cette invitation et saluer également les fidèles auditeurs de votre belle radio, la RFM. Merci. Je voulais juste dans la présentation relever que je n'apprécie pas souvent le terme expert en décentralisation. Je préfère l'expression praticien. Malgré le bon travail que vous faites dans ce domaine. Oui, absolument, mais on n'est jamais expert. On est toujours en apprentissage. Et c'est ce que je fais mien. Oui, le Haut Conseil des collectivités territoriales, de mon point de vue, pour comprendre sa pertinence, il faut le resituer dans le contexte d'évolution de la décentralisation au Sénégal. Oui. Notre pays est un des premiers pays africains à enclencher ce processus de décentralisation. Mais je dis bien ce processus, puisque la décentralisation n'est jamais terminée. C'est un processus dynamique. Chaque jour, il y a de nouvelles conquêtes locales à réclamer par des élus. Et c'est la démocratie et la décentralisation qui fonctionnent ainsi. Pendant longtemps, donc, nous avons eu un système de décentralisation qui a, dans un premier temps, consacré l'affirmation de l'existence de collectivités locales. Oui. Période coloniale, période post-coloniale, avec l'avènement en 72 des communautés rurales. Ensuite, on est allé dans une phase beaucoup plus approfondie de la décentralisation où on a réfléchi en termes de renforcement de l'autonomie de ces dites collectivités, en termes de pouvoir, en termes de compétences, en termes de moyens financiers, en termes de suppression de la tutelle, etc. C'est donc des conquêtes, c'est des libertés locales, mais comme disait l'autre, il n'y a jamais de liberté acquise sans une liberté conquise. Oui. Donc des conquêtes ont eu jour, et plus on a avancé, plus le Sénégal a renforcé son processus de décentralisation pour permettre aux élus locaux de pouvoir satisfaire les préoccupations des populations. On a connu, certes, une petite parenthèse où les choses n'ont pas trop bougé. C'est à partir de 2000 jusqu'en 2010, on n'a pas eu un renforcement des pouvoirs, même si à cette période-là, le renforcement des mécanismes financiers avait suivi. Aujourd'hui, le président Macky Sall a enclenché le processus de l'acte 3 de la décentralisation, qui est un processus qui a connu une première phase avec la modification des textes subséquents, un nouveau code général des collectivités locales,
On a réfléchi sur la cohérence territoriale, sur les mécanismes de financement, sur la lisibilité des échelles de gouvernance, etc. Très bien. Mais pour que tout ceci puisse se faire dans un contexte où on renforce les pouvoirs des collectivités locales, où de plus en plus on parle de territorialisation des politiques publiques, c'est-à-dire comment faire pour que les politiques publiques soient adaptées à la réalité des terroirs, ben, il faudrait que quelque part qu'on ait une institution de la République, une chambre, qui regroupe l'ensemble des acteurs de ces dynamiques territoriales pour se prononcer sur des politiques publiques qui vont impacter sur leurs compétences. C'est ça le Haut Conseil des collectivités territoriales. Question de Abdoulaye Ndiaye, justement. Est-ce vraiment utile de mettre en place cette institution? Mais c'est fortement utile si on veut que la voix des élus locaux soit entendue dans le processus de formulation des politiques publiques. C'est le seul moyen de le faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a expérimenté avant? On a expérimenté avant le Sénat, qui était censé être la chambre de représentation des collectivités locales, mais qui, à la pratique, s'est beaucoup plus révélé être une chambre parlementaire avec une mission constitutionnelle législative, une mission budgétaire qui absorbait le temps du Sénat, plutôt que la chambre de représentation des collectivités locales, qui devrait, détacher de la démocratie de l'immédiateté, réfléchir sur comment faire avancer le processus de décentralisation et comment justement corriger les disparités qui sont constatées ça et là. Et je pense que cela... Oui, mais justement, c'est la mission qu'on avait assignée au Sénat. C'est pour cette raison que le Sénat ne pouvait pas peut-être jouer le même rôle que le HCCT. Non, je pense que si le Sénat n'a pas joué son rôle de représentation des collectivités locales, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il a été très absorbé par sa mission législative et sa mission de contrôle budgétaire, tel que l'Assemblée nationale le fait. Et aujourd'hui, justement, l'intérêt d'avoir un Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est d'abord que accepter que les problèmes que nous rencontrons dans la mise en œuvre de notre politique de décentralisation requièrent de la part des acteurs un certain recul pour réfléchir sur comment, à travers une mobilisation de tous les acteurs, comment améliorer les politiques publiques. Aujourd'hui, quand on vous dit que sur tout texte, sur tout projet de loi, toute proposition de loi qui sortirait et qui aurait un impact sur le local, sur les collectivités locales, l'institution, le Haut Conseil devra se prononcer et formuler son avis. Je pense que ceci va vers la spécialisation de cette chambre dans le domaine des collectivités locales. Et ça a été un maillon qui a manqué à la formulation de notre politique de décentralisation. Justement, si l'on discute de l'opportunité de cette institution, est-ce que quelque part, ce n'est pas dû au fait qu'on ait déjà créé la Commission nationale du dialogue des territoires confiée à Djibo Leïtika et que dans la tête de certains, le HCT-CCT est une institution superfétatoire? Non, ça n'a rien à voir. Je pense que la Commission nationale de dialogue... Il n'y a pas quelque part confusion. Non, la Commission nationale de dialogue des territoires, le président de la République, a décidé de la mettre en œuvre parce que simplement, on s'est rendu compte, dans la phase de formulation justement de l'acte 3 de la décentralisation, que les incohérences territoriales qui sont notées ça et là, avec des communes qui ont du mal à avoir une extension, d'anciennes communautés rurales qui avaient un territoire spacieux mais non occupé, il fallait justement mettre en place un dialogue. Et vous vous êtes rendu compte que, rappelez-vous, lorsque les premiers pas de l'acte 3 se faisaient, la question cruciale à laquelle nous étions confrontés quand on travaillait sur ce dossier, c'était le problème des limites des territoires. Nous avons une ambition de corriger. Le président de la République a été très clair avec le Comité national de pilotage, corriger les incohérences territoriales, les disparités territoriales, la non-viabilité des territoires. Mais vous vous êtes rendu compte que dès que ces questions ont été adressées avec les comités de régionaux de partage et que les gens allaient sur le terrain, les populations ne sont pas intéressées à la viabilité de leur territoire. Mais c'était quoi la réaction première? Nous avons une commune, il ne faut pas remettre en cause son existence ni ses limites. Et donc, il faut amener ces collectivités territoriales à dialoguer entre elles pour comprendre qu'on doit aller vers un espace mieux partagé pour promouvoir le développement. Malheureusement, local. on n'a pas assez expliqué cela au public, à l'opinion. Moi, c'est mon point de vue. Je pense que c'est ce qui est à l'origine de la création de la Commission nationale de dialogue des territoires. C'est justement instaurer ce dialogue entre les territoires pour qu'ensemble nous puissions comprendre que dans un processus de décentralisation,
il faut avoir un espace pertinent de mise en œuvre des politiques publiques. La collectivité locale, elle va exister, mais l'intercommunalité doit être également une réponse. Comment amener l'ensemble de ces collectivités à partager les compétences parce que les moyens ne sont pas suffisants, parce qu'à la fois les moyens humains, mais les moyens financiers ne sont pas importants. Instaurer ce dialogue pour que nos territoires, les collectivités locales reposent sur des bases territoriales qui sont viables, parce que la viabilité est une des conditions de succès de la décentralisation. 2 questions d'auditeurs. Aïda Marico, qui aimerait savoir ce que c'est qu'une institution de représentation deuxième degré, élection entre guillemets, et que les 70 membres sur les 150 sont nommés par le président de la République. Est-ce que ce n'est pas cela la démocratie bagnanière? Tidiane Fall qui vous demande, je veux savoir pourquoi le président refuse quelque chose de sa main droite et l'accepter de sa main gauche, c'est-à-dire refuser le Sénat qu'il considère très coûteux pour ensuite créer le HCCT. Réponse Seydou. D'abord, sur la deuxième question, il faut bien clarifier les choses. Le Sénat était une assemblée parlementaire qui était le pendant de l'Assemblée nationale. On retrouve des Sénats dans plusieurs pays avec une fonction de représentation, mais avec une mission constitutionnelle. C'est ce qui fait cette mission constitutionnelle de vote de la loi, de contrôle de l'action gouvernementale, de vote du budget, de la loi de finances et de contrôle budgétaire. Ça, c'est la mission du Sénat avec l'ensemble des instruments de contrôle dont dispose l'Assemblée nationale. Oui. Ici, on n'est pas dans ce cas. Oui. Ici, on est dans le cas d'une assemblée qui va être mise en place parce que simplement d'une institution mise en place pour se prononcer sur l'impact des politiques publiques qui sont définies au niveau central dans la vie des territoires, sur comment peut-on aller vers une territorialisation des politiques publiques qui prennent en compte les potentiels de développement des territoires et sur comment toute mesure prise au niveau central peut impacter sur les dynamiques locales. Je pense que ça n'a rien à voir avec la mission qui était dévolue au Sénat au terme de la Constitution. Le Sénat sous Diouf, tout comme le Sénat sous Wade, a beaucoup plus été une assemblée parlementaire jouant plus ou moins le même rôle que l'Assemblée nationale, parce que quelque part, dirait-on, comme on le dit souvent en droit constitutionnel, c'était superflu quelque part, donc. 2 lectures valent mieux qu'une. Non, c'était pas forcément superflu. Je pense que on est arrivé à un moment où, dans notre pays, on a pensé qu'une seule assemblée parlementaire pourrait suffire. Oui. On laisse l'Assemblée nationale jouer ce rôle avec la plénitude de ses responsabilités constitutionnelles. Mais à côté, il y a des politiques publiques qui sont menées, qui peuvent impacter sur la vie de l'entreprise, sur la vie des organisations syndicales. C'est ce qui est à l'origine de la création du Conseil économique et social. Faire en sorte que les forces vives de la nation, sur les politiques économiques et sociales, puissent avoir un espace pour formuler leur avis. C'est la même chose qui va se faire avec l'Assemblée consultative, qui est le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui, de mon point de vue, doit se positionner d'ailleurs comme assemblée de premier mot sur les questions de décentralisation. Quand je dis assemblée de premier mot, ça veut dire que c'est l'assemblée qui doit défricher la réflexion, qui doit... Aujourd'hui, on met en place l'acte 3 de la décentralisation. On se rend compte des difficultés que nous avons rencontrées, mais le ministère des collectivités locales est dans l'action quotidienne. Il n'a pas suffisamment le recul nécessaire pour pouvoir se prononcer en toute liberté, en toute indépendance sur ces questions pour faire avancer. Donc, on pourra saisir le HCCT. C'est justement ça la vocation du HCCT. Qui peut être saisi pour avis, mais qui, de mon point de vue, pourra aussi s'auto-saisir pour avancer sur les questions liées à la décentralisation. Réfléchir sur certaines questions. La première question, par rapport à la nomination de 70 membres. Oui, je reviens sur la première question. Mais ça, c'est le propre en général des assemblées consultatives. Vous savez, si on avait fait du HCCT une assemblée qui regrouperait que les élus, on aurait dit on crée une institution politique, parce que les élus sont des politiques. Et les postures qui seront défendues dans ce Haut Conseil des collectivités territoriales seraient des postures en lien avec les positionnements politiques des uns et des autres. Mais lorsque vous avez dans une assemblée consultative des élus, parce que c'est la vie des élus au quotidien qui est interpellée à travers la décentralisation, mais aussi à côté d'autres acteurs des dynamiques territoriales. Je pense à des organisations de la société civile qui œuvrent au quotidien dans le renforcement de la démocratie locale, qui ont ce vécu. Quand vous avez des organisations, des associations nationales qui œuvrent dans la matière de décentralisation, quand vous avez d'anciens gouverneurs, d'anciens hauts fonctionnaires qui ont travaillé sur les questions de l'administration territoriale, vous avez une mixité d'acteurs qui vous permet de ne pas faire prévaloir le débat politique, j'allais dire politicien, pour s'intéresser au fond
des questions politiques qui sont évoquées, et notamment des politiques publiques. Et on va se détacher des questions typiquement politiques. Pour vraiment être sur la question, Moussa Gueye vous demande entre le conseiller nommé et celui qui est élu, qui est plus légitime. Mais le conseiller, c'est comme si aujourd'hui on posait la question de la légitimité d'un ministre de la République ou bien d'un directeur général. Nous sommes dans un système où la légitimité du président de la République peut irradier d'autres légitimités, peut donner naissance à d'autres légitimités parce que lui, il est élu au suffrage universel direct. Donc, le fait que le président de la République élu au suffrage universel direct, dépositaire de pouvoirs discrétionnaires de nomination à des emplois civils et militaires, n'entame en rien la légitimité des personnes nommées par le président de la République. Non, je pense qu'il faut accepter que cette mixité est gage de réflexion débarrassée de toute posture partisane. Il faut, sur la question de la décentralisation, travailler à un consensus national sur les avancées que nous devons faire. Parce que, comme je le dis, la décentralisation, la collectivité locale, c'est le lieu d'apprentissage de la démocratie. C'est le lieu où les premières préoccupations des populations sont prises en charge. Comment faire pour que notre politique de décentralisation soit en adéquation avec les préoccupations des populations? Je pense que c'est dans ces réflexions qu'on va avancer. Aujourd'hui, les questions de ressources humaines, les questions de ressources financières, les questions de lutte contre les disparités territoriales notées à travers notre pays, dans notre pays, et qui posent des problèmes d'aménagement du territoire. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, des populations de l'Est du Sénégal ont l'impression que le développement se tient à l'Ouest. Parce que c'est à l'Ouest qu'il y a une frange maritime importante, c'est à l'Ouest où les activités génératrices de revenus, l'économie se développe, etc. Donc lutter contre ces disparités territoriales, c'est faire infléchir aussi les politiques publiques pour leur donner une sorte de... de gouverner, voilà, de s'orienter vraiment vers la lutte contre les disparités. Alors, comment faire justement pour que le Haut Conseil soit quand même utile? Parce qu'il ne s'agit pas de créer cette institution et de nommer des gens ou bien d'élire des gens. Il faut quand même que les réflexions soient utiles à quelque chose. Mais moi vous savez, ce débat, j'ai eu la chance d'avoir été secrétaire général adjoint du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales que dirigeait le président Baye Jacques Diop, à qui d'ailleurs je voudrais rendre hommage, que je voulais saluer au passage. Mais on a eu ce même débat lorsqu'il s'est agi de créer le Conseil de la République. On a dit institution budgétaire budgétivore inutile. Je dis une institution ne vaut que par la qualité des hommes qui l'incarnent. Et je pense, rappelez-vous, au Conseil de la République, nous avons eu sur le terrain de la médiation sociale, le Conseil avait eu à faire un excellent travail, y compris lorsque les magistrats menaçaient de boycotter la rentrée solennelle des cours et tribunaux. C'était hier, c'était pas il y a 2000 ans. Je dis, au Sénégal, on a l'habitude de dire, quand on crée une institution, c'est budgétivore, c'est inutile. Mais à la pratique, l'institution va démontrer son utilité. L'institution va se positionner par rapport aux missions constitutionnelles que lui donne le peuple sénégalais. Il n'y aura pas de politisation dans la nomination du chef de l'État? Je ne suis pas dans le secret des nominations du chef de l'État, mais quand même, ce que je comprends, ce que je comprends, c'est que lorsque vous êtes, par exemple, dans le type de suffrage que nous avons, qui est un suffrage indirect, avec le type de représentation des collectivités locales que nous avons, vous aurez des collectivités locales qui vont avoir beaucoup plus de conseillers que d'autres. Vous avez dans une bonne quinzaine de conseils de département, par exemple, une représentation unique par un seul conseiller. C'est des disparités aussi. Dans certains autres départements, vous en avez plus, vous pouvez en avoir 5 ou 4, etc. Donc, la correction sur le niveau de représentation pour que le Haut Conseil reflète la réalité du territoire national, c'est un premier niveau de correction possible. Mais la présence aussi de personnes au parcours aguerri, au parcours reconnu sur des questions d'administration territoriale, sur des questions de développement local, c'est aussi un autre niveau de correction. Les bons profils, il faut les... L'un dans l'autre, moi je pense que je n'ai aucun doute que le président de la République va, sur ses choix, porter ses choix vraiment sur des personnes capables de comprendre déjà la philosophie qui guide la création du Haut Conseil. Et en cela, je n'ai pas de doute, puisque c'est une question d'ailleurs sur laquelle il a même averti les politiques qui sont avec lui. Il leur a dit, il a quelque part, il nous a dit, mais ne vous attendez pas à ce que ce quota puisse servir
à régler des problèmes politiciens, mais c'est vraiment pour faire avancer la décentralisation. Tant mieux si c'est le cas. Je rappelle que le grand jury reçoit ce dimanche Seydou Diouf, c'est le secrétaire général du PPC. Alors, la durée du mandat des hauts conseillers, c'est pas pour l'instant défini. C'est combien d'années? Ce sera sur la base de la loi organique. Je ne suis pas... Attendez que les choses soient publiées. Oui, pour le président, on sait que c'est 1 an, le mandat renouvelable chaque année. Question d'un confrère. Le haut conseil sera composé en partie d'élus locaux et s'ils perdent leur mandat au niveau de leur commune et département lors des prochaines locales, vont-ils ou doivent-ils continuer à siéger alors qu'ils ne sont plus élus? Question pertinente. Je pense que nous devons aller beaucoup plus loin dans le cadre justement du code électoral, parce que le principe qui prévaut ici, c'est que lorsqu'on perd la faculté pour laquelle nous avons été désignés à siéger dans une institution, nous devons remettre la démission de cette institution pour permettre à la collectivité locale de pouvoir continuer. L'autre aussi... argument qui peut prévaloir, c'est que la continuité dans la représentation peut se faire, même si on perd le mandat local, il n'en demeure pas moins que nous restons issus du département pour lequel nous avons été élus. Et vous penchez pour quel, en tout cas, moi personnellement, je pencherai pour que lorsqu'on perd la faculté pour laquelle nous avons été au conseil, qu'on perde également automatiquement. Ça ne va pas créer une certaine instabilité au niveau de l'institution? Pourquoi ça devrait l'être? Je ne pense pas, puisque vous avez une bonne partie aussi qui sont nommés. Très bien. Alors, l'acte 3 de la décentralisation, au moment où l'on s'achemine vers l'élection des membres du Haut Conseil, des disparités réelles existent dans l'acte 3. Est-ce que la logique n'aurait pas voulu que l'on corrige tout cela avant d'aller vers la mise en place d'une telle institution? Antoine, moi j'ai eu l'avantage en 2008 d'être dans le comité qu'avait mis en place feu Ousmane Masseck Ndiaye. Pour faire l'évaluation de la politique de décentralisation. Toutes les réflexions sur l'évaluation, la réforme de 96 ont été faites. Des projets de texte avaient même été élaborés. Ça veut dire que donc, la critique sur l'absence d'évaluation préalable n'est pas une critique fondée. Pourquoi? Parce que c'est la continuité de l'État. Ce sont les mêmes acteurs. Mais quand même, il y a un minimum. Oui, mais ce sont les mêmes acteurs qui avaient réfléchi, qui avaient évalué. Et je me rappelle au Méridien Président, pendant 5 ou 6 jours, tous les acteurs de la décentralisation s'étaient enfermés pour procéder à l'évaluation de la réforme de 96. Pourquoi réinventer la roue? Première question. Deuxièmement, je pense que sur cette question de l'acte 3, la pluralité des acteurs qui ont composé le comité national de pilotage et l'approche de comités régionaux de partage autour des gouverneurs des régions et tout ça, avec l'ensemble des élus, a été une très bonne approche. Aujourd'hui, nous le savons tous, nous avons une réforme qui veut s'adosser à la viabilité de nos territoires. Donc, dans un premier temps, il fallait corriger les disparités territoriales, les incohérences territoriales. Cela s'est avéré être une œuvre extrêmement difficile parce que chacun s'accrochant à sa commune, à sa collectivité locale telle qu'elle existait. Deuxième niveau, il fallait évaluer les compétences transférées. Les collectivités locales ont l'impression qu'on leur a transféré des compétences, mais on ne leur a pas transféré de ressources. Troisième niveau, il fallait régler les problèmes du financement, du développement local, du financement de la décentralisation. Bref, ce travail d'évaluation a été fait. Et justement, lorsqu'on vous dit que sur la première phase, on a voulu clarifier ce qu'il fallait clarifier comme dans la première phase, on a voulu aller vers la communalisation universelle parce que justement, c'était une disparité que de considérer des populations vivant en milieu rural comme n'ayant pas le droit d'avoir une collectivité locale qui s'appelait une commune. Avec tout ce que ça charrie comme conséquence, les gens semblent l'oublier. La communauté rurale d'avant n'avait pas la possibilité de recruter du personnel. La communauté rurale d'avant avait une fiscalité restrictive et souvent limitée à la taxe rurale. Mais aujourd'hui, en lui donnant le statut de commune, on lui ouvre les perspectives au même titre que ceux de Fongolémi pourront revendiquer les mêmes droits que ceux de Dakar. Et c'était ça, la lutte contre cette inégalité, cette disparité entre le rural. Sauf que ces problèmes financiers persistent encore. Mais les problèmes financiers persistent et vont persister. Je vais revenir sur ça. Deuxième niveau d'intervention de la phase 1, c'était
la mise en place du département et la suppression de la région. Pourquoi? J'ai été conseiller régional de Dakar. Nous avons expérimenté sous l'empire du président Mar Diouf le premier conseil régional de Dakar en 1996. Moi, je suis de Rufisque. Pour moi, la région de Dakar ne renvoie pas à grand-chose. Par contre, quand vous me dites le département du Rufisque, je sais que c'est mon département, j'y suis né et j'en connais les coins et zéro coins. Donc, il y a eu un problème d'appropriation du conseil régional. Je ne dis pas que les conseils régionaux n'ont pas joué leur rôle. Ils ont voulu le faire. Il y a eu beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition. Des choses ont été réalisées, mais du point de vue de l'appropriation, qui fonde la reconnaissance de la population envers une institution de la République, on avait un gap important qu'il fallait corriger en mettant le truc. Et on ne pouvait pas vouloir mettre le conseil régional vers le conseil départemental, mettre les communes, on serait dans une perspective de millefeuille institutionnelle au niveau local, comme par exemple un pays comme la France se pose des questions depuis belle lurette sur l'existence de ces trois échelons. Mais globalement, les problèmes des collectivités locales sont liés aux financiers. Comment faire pour régler cette question? Elle ne peut pas être totalement réglée, mais quelque part, elle peut être réglée pour permettre aux collectivités de jouer pleinement leur mission. Mais c'est parce que justement le président Macky Sall a voulu pleinement régler cette question-là qu'il a demandé, lorsque nous travaillons sur cette question-là, au comité de pilotage, de travailler sur de nouveaux mécanismes de financement. Parce que le problème que nous avons dans notre système... Ils seront articulés autour de quoi, ces mécanismes? Oui, j'y reviens. Le problème que nous avons essentiellement dans le financement de notre décentralisation, c'est que toutes les réflexions jusqu'à date étaient orientées sur la fiscalité locale comme réponse au financement des collectivités locales. Or, Antoine, vous êtes doté de bon sens. Vous devez savoir que si vous avez la meilleure fiscalité au monde, si vous n'avez pas une activité économique, vous n'avez pas de base taxable. C'est clair. Donc, aujourd'hui, il nous faut aller vers des mécanismes de financement qui vont donner beaucoup plus de prégnance au transfert financier de l'État central vers les collectivités locales. Parce que la fiscalité, elle est aléatoire, elle est liée à l'existence d'une base, mais elle est aussi liée au recouvrement, sur lequel les collectivités locales n'ont pas souvent de prise, en dehors des petites taxes sur les marchés, des droits de stationnement. Mais ce qui fait le gros des ressources financières des collectivités locales, qui sont les grands impôts, le foncier bâti, le foncier non bâti, la patente, etc., les collectivités locales n'ont pas de prise sur cela. Donc vouloir limiter le mécanisme de financement à cette fiscalité, c'est instaurer une incertitude dans le recouvrement des ressources financières. Par contre, avec le transfert financier, on est sur des recettes beaucoup plus sûres, tant du point de vue de la date d'échéance que du point de vue de leur volume. Et avec les transferts financiers, l'important c'est quoi? C'est qu'on a les moyens de faire de la péréquation, de faire en sorte qu'à partir des transferts financiers, des collectivités locales peu pourvues en activité économique, mais qui ont aussi les mêmes exigences de développement que ceux qui en sont pourvus, puissent recevoir plus de transferts financiers de la part de l'État, et c'est à ce niveau-là qu'on peut corriger les disparités. Et à côté de cela, la coopération décentralisée. La coopération décentralisée, mais moi je dis la coopération décentralisée. C'est pas un moyen de financement viable. C'est pas un moyen de financement viable, parce que les collectivités locales des pays du Nord qui ont souvent accompagné ont aussi leurs difficultés. Donc je pense qu'il faut allier les deux, et c'est pourquoi il faut qu'on essaie de progresser, sur les mécanismes existants, mais aussi faire le toilettage des ressources liées au fonds de dotation qui, pendant longtemps aussi, ont servi à subventionner des associations d'élus, à faire des axes qui n'ont rien à voir, justement, avec la prise en charge des transferts. Mais je dis, encore une fois, pour régler le problème du financement, pour régler le problème de la viabilité de nos territoires et le développement local, il faut qu'on évalue les charges des collectivités locales. Jusqu'à présent, on a beaucoup de débats. Oui, il nous faut des ressources, mais on n'a pas une évaluation des charges. Quelles sont aujourd'hui les charges des collectivités locales? Est-ce qu'il y a une étude scientifique qui a été faite pour démontrer qu'une collectivité locale de moins de 10 000 habitants a besoin de ça comme besoin en fonctionnement? On ne l'a pas fait. Donc je pense qu'il faut qu'on s'oriente vers une correcte évaluation des charges pour que les transferts financiers soient corrélés à cette évaluation des charges, ce qui n'est pas encore le cas. Et je pense que le ministère des collectivités locales, justement, y compris sur les ressources humaines, parce que quand même il faut qu'on s'accorde. De quoi a-t-on besoin dans une collectivité locale pour la faire fonctionner? Est-ce qu'on a besoin du même profil de ressources humaines à Dakar, à Rufisque, qu'à Oukout, etc. Non, je ne le pense pas. Donc il faut que
sur chaque collectivité locale, qu'on essaie d'identifier par rapport à sa taille et à sa dimension, qu'on essaie d'identifier la masse de ressources humaines nécessaires pour ne pas laisser aussi les élus locaux recruter à tour de bras pour se retrouver dans des situations où on va demander à l'État central de venir encore prendre en charge les financements. Oui, justement, toujours dans l'acte 3 de la décentralisation, question de souci concernant cet acte 3, ne trouvez-vous pas que l'acte en lui-même est bon, mais que son utilisation politique par moment qui est à bannir? Mais je suis d'accord. Moi, je le dis encore une fois, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous entendez vous-même quand tu parles d'utilisation politique? Quand je dis d'utilisation politicienne, c'est lorsque, par exemple, une ancienne commune d'arrondissement, érigée en commune, avec une plénitude de responsabilités, des responsabilités élargies pour impacter sur le développement des collectivités, des populations, lorsque cette commune d'arrondissement ne juge l'acte 3 que sur la base des difficultés ponctuelles liées au financement ou bien à la masse salariale. Je dis, c'est avoir une lecture politicienne de la chose. En revanche, lorsque vous dites nous étions commune d'arrondissement, nous n'avions pas beaucoup de possibilités d'agir parce que c'est la ville qui avait la possibilité d'agir. Nous étions des démembrements de la ville. C'était une décentralisation c'est une déconcentration dans la décentralisation ville-arrondissement. On sort de cela. Mais pour autant, on nous a confié de nouvelles responsabilités, qu'on nous donne des ressources, on est dans une approche pertinente. Mais lorsqu'on veut résumer l'acte 3 que sur cette difficulté-là, ou bien lorsqu'on veut résumer l'acte 3 sur, je prends le même exemple, ville-arrondissement, que en conférant l'émancipation des communes d'arrondissement pour leur donner des statuts de commune, on a voulu dépouiller un tel ou bien une ville, c'est poser un problème politicien. Oui, un problème politicien, justement, peut-être faudrait avoir une autre compréhension de la chose. J'entends certains maires dire, parce qu'ils ne sont pas du parti au pouvoir, qu'ils ne sont pas appuyés par l'État. Peut-être c'est ce qu'il veut dire. Je ne le pense pas. Je pense que les critères... Le cas de Dakar, on l'évoque. Le cas de Mbour, on l'évoque. Qu'ils ne sont pas appuyés, c'est-à-dire? Oui, aidés par l'État central. Aidés, c'est-à-dire? L'État central continue à faire des investissements. Aujourd'hui, je vous le dis, prenez l'exemple du nettoiement. Mais qui fait le nettoiement? Qui finance le nettoiement? C'est l'État central. C'est 17 milliards qui sont mis en place par le budget de l'État. Qui enlève le sable sur les grandes artères? C'est la Géroute, c'est l'État central. Ce n'est pas la ville de Dakar. Donc il ne faut pas... Sur ces questions-là, je pense qu'il ne faut pas verser dans la politique politique. Oui, mais quand même, pour le cas de Dakar, on a vu qu'il y a quelque part de dessous politique entre le maire Khalifa Sall et le président de la République. L'histoire de l'aménagement de la place de l'Obélisque, pas le président de la place de l'Indépendance. C'était pas le président de la République, c'était le maire de la ville de Dakar. Oui, mais qui est quand même du parti du président de la République. Oui, mais attendez, c'est le maire de la ville. Mais Khalifa Sall appartient à un parti qui est dans la mouvance présidentielle. Donc, si mais qui n'a pas forcément la même ligne que ce parti. Oui, mais ça, je dis, moi, je prends les choses du point de vue factuel. Ce qui s'est passé factuellement, c'est que l'histoire de l'aménagement de la ville de la place de l'Indépendance, le maire de la ville de Dakar a estimé que la place de l'Indépendance étant dans son patrimoine, un ministre de la République ne pouvait pas venir investir sans passer par la ville de Dakar. C'est une affaire de la ville de Dakar. Mais quel a été l'arbitrage du Premier ministre? Laisser la place de l'Indépendance au maire de la ville de Dakar. Donc je ne vois pas dans la démarche qu'est-ce qui a été de politicien ou bien on se querelle autour de l'aménagement de la place de l'Indépendance, alors qu'il y a d'autres mais justement, Antoine, moi j'ai dit encore une fois, j'aurais été maire de la ville de Dakar si le ministre du renouveau urbain m'amène un projet comme ça, je dis bingo, moi j'ai d'autres préoccupations à gérer. Non, discutons. Est-ce que ce qu'il propose est en adéquation avec les attentes de la ville? Discutons-en, qu'il vienne présenter son projet au conseil municipal de Dakar pour qu'on voit la pertinence. Si ce n'est pas pertinent, la ville de Dakar dira non, on n'en veut pas. Si c'est pertinent, la ville de Dakar dit faites comme ça, moi les ressources que j'allais faire là, je les déploie ailleurs. Tout comme le ministre aussi n'avait pas besoin de se chamailler sur cette question-là. On a perdu trop de temps et heureusement, le Premier ministre a posé un acte républicain. On attend les premiers actes, les premières réalisations. C'est vous qui le dites. Très bien. Seydou Diouf, vous êtes le secrétaire général du PPC, vous êtes l'invité du grand jury. Nous allons quitter ces questions relatives
à la décentralisation pour parler de questions d'actualité. Le débat politique est en train d'être vicié par cette question de double nationalité pour tout candidat à une élection présidentielle. Alors, notre Constitution en parle, mais le problème, c'est qu'il y a une certaine exagération dans la façon d'aborder cette question. Quelle est votre opinion là-dessus? Mon opinion, c'est, comme vous le dites si bien, il faut, si le débat est vicié c'est pas sur la double nationalité, parce que l'histoire de la double nationalité, la nationalité exclusive pour être candidat, c'est une question réglée par notre Constitution en son article 28 depuis 1992. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et quand moi j'entends la réaction qu'il y a autour de cette question, c'est comme si on voulait faire de la nationalité exclusive, on voulait en faire une paternité du président actuellement en exercice, le président Macky Sall. Or, c'est la Constitution depuis 1992. Oui, mais sauf qu'il y a ces partisans qui ont fait des propositions. Oui, attention, même si ces propositions ne sont pas encore les propositions de ces partisans, de mon point de vue, posent une question de fond. Parce que nous avons une disposition constitutionnelle qui, jusqu'à présent, n'a pas défini les contours de son application. Aujourd'hui, en l'état actuel, qu'est-ce qui permet quand on veut appliquer la nationalité exclusive, qu'est-ce qu'il faut faire pour un candidat? Une déclaration sur l'honneur. Est-ce que cela suffit? Je ne le pense pas. Est-ce que ceux qui ont instauré la nationalité exclusive ont eu tort de le faire? Je ne le pense pas. Parce que la fonction présidentielle, attention, c'est la personnification de l'État et de la République. Et qu'on aspire à assumer cette fonction suprême, tous les États mettent en place des garde-fous. Ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas les mêmes vertus, mais l'État se protège. Vous allez aux États-Unis, pour être candidat à la présidence de la République, il faut être né sur le sol américain. Il ne faut pas simplement être naturalisé américain. Sinon, Arnold Schwarzenegger aurait pu être candidat des Républicains. Madeleine Albright aurait pu le faire. Si vous allez en France, pour se protéger contre les candidatures fantaisistes, on exige un nombre de signatures d'élus pour accompagner la déclaration de candidature. 500 élus venant de 30 départements différents. Je dis, les États, par tradition, protègent l'accès à la fonction présidentielle en ce que cette fonction charrie des responsabilités. On est d'accord sur ça. Maintenant, pourquoi dire il faut renoncer à l'autre nationalité 5 ans ou 10 ans avant la tenue de l'élection présidentielle? Avant de venir sur le délai, je dis, est-ce que notre disposition actuelle nous a épargné, en l'état actuel, est-ce que cette disposition nous a épargné de doutes, de contestations, etc. Vous l'avez connu, on l'a connu sous Diouf, on l'a connu sous Wade. On leur prêtait d'avoir une autre nationalité. Et d'ailleurs, récemment, Diouf a même publié ses cartes de séjour en France. Voilà, le doute est encore là. La contestation est encore là. Maintenant, c'est une disposition constitutionnelle. Il faut qu'on l'organise. Il faut qu'on l'organise. On ne peut pas l'organiser n'importe quoi. Non, oui, je suis d'accord qu'aujourd'hui, si on pose le débat en termes de renonciation sur 5 ans, sur 10 ans, on peut donner l'impression qu'on veut combattre quelqu'un, on veut combattre des candidatures potentielles. Mais en tout état de cause, il faut qu'on se donne les moyens d'avoir un délai de renonciation pour permettre aussi. Vous n'allez pas défendre les 5 ans ou les 10 ans? Non, moi je serais beaucoup plus sur un délai de 2 ans ou d'1 an. Au moins, parce que pour moi, un projet politique, comme l'accès à la fonction présidentielle, ce n'est pas un projet qu'on prend sur un coup de tête. C'est un projet qui requiert du temps de préparation. Si on est un candidat sérieux, c'est un projet qui requiert qu'on aille sur le terrain, qu'on rencontre les populations, qu'on rencontre son peuple. Et cela requiert du temps. Et lorsque ce projet commence à germer dans votre esprit, vous devrez vous soumettre à ce que la Constitution dit. Aux exigences. Dites que je renonce. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Des renonciations opportunistes. Je vois le sens du vent, et puis je dis, j'y vais. Non. Quand on prend le risque de dire je vais être candidat à l'élection présidentielle, prenons le risque dans sa globalité. Et disons que j'ai une autre nationalité, je vais parler à mes compatriotes, je veux leur suffrage, et pour leur demander démontrer que je suis pleinement engagé, je me déleste d'une autre nationalité. Ayons un délai raisonnable, mais ayons quand même un délai. Un délai, d'accord. Est-ce que sincèrement, vous ne pensez pas que les partisans du président Macky Sall qui font ces propositions ne le font pas de façon orientée et ciblée? Je ne suis pas dans leur tête.
Mais je dis encore une fois, pour ce qui me concerne, moi, secrétaire général du PPC, je suis pour qu'on règle ce problème. C'est un problème extrêmement sérieux qu'il ne faut pas simplement lire à l'aune des propositions de certaines personnalités politiques du camp présidentiel. C'est un problème sérieux qui mérite un débat sérieux. Je le dis encore une fois, ne faisons rien, en tout cas moi ma position elle est celle-là, ne faisons rien qui laisse penser qu'on veut changer les règles du jeu sur les questions de candidature pour écarter des gens. Mais quand même sur une question aussi sérieuse, essayons de poser le vrai débat et trouvons un délai de renonciation qui permet au juge constitutionnel. Parce qu'en l'état, c'est quoi? Vous faites une déclaration sur l'honneur en déposant votre candidature. Mais entre le dépôt de la candidature, l'ouverture de la campagne et l'élection, quels sont les moyens dont est investi le Conseil constitutionnel pour faire la vérification? Mais il nous faut vérifier. Il ne faut plus. On est dans un univers où on a des questions de terrorisme, on a des questions d'insécurité, des questions de mondialisation avec le choc des intérêts, etc. J'ai dit, la disposition, elle est hyper pertinente. Donnons-nous les moyens d'en assurer une correcte application. Malheureusement, jusqu'ici, c'est la politique de l'autruche qui a prévalu. On se bouche les oreilles, on pince le nez, on ferme les yeux, alors que c'est un problème extrêmement sérieux qui mérite un débat. Très bien. La caution à 100 millions de francs CFA, ça vous dit? Je ne à l'élection présidentielle. Je ne pense pas qu'à l'élection présidentielle, il faut aller vers ces montants-là. Encore une fois, c'est ce que je disais. Si on fait monter la caution à un certain niveau, on aura l'impression qu'on veut écarter des gens de la course. Et on aura l'impression qu'on veut transformer le suffrage à l'élection présidentielle en un suffrage censitaire. Non. Les candidats à l'élection présidentielle ont une candidature censitaire. Ceux qui ont de l'argent pourront être candidats, ceux qui n'en ont pas. Non. Sur cette question-là, je ne vois pas l'enjeu de l'augmentation de la caution. C'est inopportun. Je n'en vois pas l'enjeu et pour moi, ce n'est pas opportun. Très bien. On va parler de votre parti maintenant, le PPC, le Parti pour le progrès et la citoyenneté, qui est dans la mouvance présidentielle. Et après Maître Mbaye Jacques Diop, c'est vous qui dirigez cette formation. Y a-t-il une nouvelle orientation à votre arrivée à la tête de cette formation politique? Antoine, je voudrais, à l'entame de ma réponse, rendre hommage encore une fois au président Mbaye Jacques Diop. C'est un homme qui nous a formés, qui nous a mis le pied à l'étrier, comme on dit souvent, dans la chose politique, et qui a partagé avec nous cette générosité tirée de ce qu'il a appris des anciens. Et aujourd'hui qu'il est atteint par l'âge, il a décidé de se mettre en recul par rapport à la chose politique, ce que nous saluons fortement. Vous savez, les transitions générationnelles ne sont jamais faciles dans les partis politiques, mais heureusement que nous avons eu un grand homme qui l'a compris. Et aujourd'hui, avec la confiance de mes camarades de parti, je me retrouve secrétaire général, fonction d'ailleurs qui devrait être validée par le Congrès bientôt au mois de novembre. Mais je m'évertue avec l'air du temps, avec aussi ce que j'ai appris à ses côtés, ce que j'ai constaté comme point extrêmement positif, ce que j'ai constaté comme dysfonctionnement dans la mise en œuvre dans le fonctionnement du parti, à vraiment apporter ma touche, mais avec d'autres. Parce que, comme je le dis encore une fois, on est arrivé à un moment où l'incarnation de l'autorité suprême dans le parti ne peut plus se faire autour d'une seule personne, mais beaucoup plus dans une approche collective et dans une approche collégiale. Et donc, j'essaie avec les amis qui sont autour de moi de faire bouger les choses, de donner un nouveau souffle au parti. Une nouvelle orientation. Du point de vue de l'orientation, nous restons pas idéologique. Voilà, du point de vue de l'orientation idéologique, nous restons fidèles à nos valeurs de social-démocratie. Maintenant, du point de vue de l'approche sur le terrain, sur l'extension des bases du parti, oui, nous apportons notre touche. Du point de vue de la communication également, nous apportons notre touche. Du point de vue de l'approche également par rapport à la chose politique, je pense que la ligne du PPC, c'est une ligne qui appelle à moins de malveillance dans la vie politique sénégalaise. C'est une ligne qui appelle à beaucoup plus de débats sur des arguments, sur des idées, mais moins sur la malveillance. Et nous avons, nous, la chance, contrairement à certains acteurs qui aujourd'hui se croient investis d'une sorte de divinité pour aspirer à la fonction présidentielle, nous avons, nous, la chance d'avoir appris la politique à la base. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est des gens
gens qui sont sortis du néant. Mais absolument. Vous avez aujourd'hui des gens, parce qu'ils ont été quelque part investis de la confiance du chef de l'État à un moment et qui se croient investis de destin présidentiel. Particulièrement, vous pensez à qui Particulièrement, celui qui fait l'actualité, c'est Abdoul Mbaye. Et ce qui me révulse le plus, moi. Il n'a pas le droit d'aspirer. Il a son droit, mais il n'a pas aussi le droit. Non, il a son droit d'aspirer. Mais il n'a pas le droit d'insulter les hommes politiques, de manière générale. Parce que quand il dit dans son discours, ce qui fait le fond de son discours, c'est quoi? Les hommes politiques traditionnels, c'est des moins que rien, si je résume. Il faut, etc. C'est un homme anti-système. Non, mais de quel système il parle? Les hommes politiques sont respectables dans ce pays. Moi, j'ai appris la politique à la base. J'ai été responsable de comités, de sections. J'ai été responsable de jeunes. Et lorsqu'il a fallu faire des études universitaires, j'en ai fait. J'ai assumé des responsabilités électives à la base, avant de devenir ce que je suis, avec des fonctions parlementaires, etc. Oui. Donc je n'accepte pas, moi, qu'un acteur politique qui ambitionne de diriger ce pays n'ait eu aucun vécu politique. Parce que la fonction présidentielle, c'est une fonction éminemment politique, où il faut être au confluent des enjeux, au confluent des intérêts, des conflits, etc. Ça requiert à la fois, c'est pourquoi d'ailleurs le président de la République a une fonction d'arbitrage. C'est extrêmement solennel, cette affaire-là. Oui. Le président de la République est le dépositaire de la solennité nationale et conduit les destinées de notre pays. Non, je pense qu'il faut qu'on ramène, qu'on respecte dans notre pays. En dépit de ce qu'on constate, des chamailleries entre hommes politiques, etc., les hommes politiques ont un fond qu'il faut respecter. Et je pense que moi, c'est la seule exigence que j'ai de tout acteur politique. Oui. Après maintenant, que dans le champ politique, qu'on ait l'opposition extrêmement violente. Qu'on ait des idées contradictoires, c'est normal. Qu'on ait des idées contradictoires, cela ne gêne pas. Oui. Mais évitons les postures manichéennes, parce que ce pays a besoin d'avancer. Notre génération politique a la responsabilité de faire avancer ce pays, et ce n'est pas dans des postures manichéennes systématiques, en rejetant l'autre, en disant que tout ce que l'autre a fait n'est pas bon, qu'on va s'en sortir. Deux petites questions pour avancer vers la fin. Tout comme il n'est pas du rôle, parce qu'on appartient à la majorité, d'insulter l'opposition, d'être dans des postures qui veulent écraser l'opposition et la réduire à sa simple expression. Je pense que notre pays gagnerait pour faire avancer les choses, à ce que les choses se partent sur le débat, sur des idées. Et moi, au PPC, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait prévaloir. Il nous reste 3 petites minutes. Votre principal bastion, c'est Rufisque. Mais est-ce que vous n'avez pas beaucoup perdu de terrain? Et comment faire pour vous repositionner? Il est normal que, quand le président Baye Diop a pris un peu de recul, que les militants soient désorientés, que les sympathisants soient désorientés, se retrouvent dans d'autres bases politiques. Mais aujourd'hui, aller à Rufisque, demander ce qui se passe. Moi, la reconquête de la ville. Aujourd'hui, il ne fait pas de doute que le parti qui est en train de bien se positionner à Rufisque, c'est bien le PPC. Et nous sommes en train de le faire sans bruit. Moi, tous les jours, pratiquement, tous les 3-4 jours, je suis à Rufisque pour investir de nouveaux quartiers. Et rien que l'accueil que le PPC a réservé au président Macky Sall à l'occasion de son dernier passage à Rufisque a été éloquent. Et aujourd'hui, le parti est en train d'étaler ses tentacules à Bargny, où nous avons un coordinateur, Boubacar Ba, qui fait un excellent travail. Nous avons dans les autres parties du département, mais nous le faisons aussi. Vous n'avez pas peur des dinosaures qui sont le PDS, le parti au pouvoir, entre autres. Mais vous savez, malgré notre âge, on est dans l'engagement politique depuis les années 90. On sait suffisamment ce qui fait le terrain politique, on sait suffisamment comment être aux côtés des militants et des sympathisants. Et aujourd'hui, je rends grâce aux Rufisquois. Ils voient dans le PPC, en ma modeste personne, quelqu'un qui peut faire avancer les choses pour notre ville. Je m'en réjouis, mais je m'en réjouis tout en disant que ça me confère aussi une responsabilité très lourde, et je continue le combat pour le devenir de notre Seydou, Abdoulaziz Bouane, qui est très préoccupé par cette question, comment Seydou Diouf, député PDS jusqu'en juillet 2012, s'est retrouvé conseiller de Macky Sall, qu'il a combattu? Vous lui répondez quoi? Ce que je lui réponds, c'est que j'ai assumé mes responsabilités. Moi, j'ai été un PDS non pas par adhésion, mais par fusion. Il a même précisé dans la fusion n'a pas bien fonctionné, nous avons pris notre liberté, et moi je n'ai pas été voir le président Macky Sall pour lui dire je viens vous soutenir. Le président de la République m'a fait l'honneur de me solliciter pour que ce que j'ai pu apprendre en toute humilité en matière de décentralisation, que je puisse venir l'accompagner dans le cadre de la réforme de l'acte 3, mais je ne pouvais pas décliner. Au nom de quoi j'allais décliner? Je l'aurais fait, je n'aurais pas été un patriote sincère, et aujourd'hui je me réjouis d'être à ses côtés. Il me fait suffisamment confiance, il me consulte quand il
sans le besoin de le faire. Et moi-même, je lui fais des notes chaque fois que j'éprouve le besoin d'attirer son attention sur tel fait ou tel fait. Je pense qu'on est dans une amitié, dans un respect mutuel. C'est le président de la République, il incarne notre pays et nous devons tous respect, considération, ce qui n'entame en rien notre amitié et notre confiance réciproque. Seydou Diouf, merci sincèrement. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le grand jury, c'est fini. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du PPC. Au micro, Antoine Diouf, à la technique, Abdoulaye Didi Diop, digital manager, Cheikh Fall. Tout de suite, le journal de midi avec Ismaël Kamara. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci.